Bonjour, ravi de vous retrouver dans Extra Local. Cette semaine, nous recevons Vincent Jeanbrun, le maire de La Haye-les-Roses et le porte-parole des Républicains. Il vient nous présenter également son livre Les Deux France. Extra Local, c'est maintenant. Bonjour Vincent Jeanbrun. Bonjour. Merci d'être avec nous pour évoquer l'actualité nationale et régionale, et également votre livre, Les Deux France, chez Albert Michel, dont nous parlerons tout à l'heure. Je vous présente les 3 journalistes de nos régions qui vont vous interroger cette semaine. Alors cette semaine, nous avons le retour de Julien Lécuyer, journaliste, chef du bureau de Paris de La Voix du Nord, qui représente les Hauts-de-France. Bonjour Julien. Bonjour Marie, bonjour Monsieur Jeanbrun. Bonjour. Là, bienvenue parmi nous. Également le retour de Sébastien Couratin, journaliste à l'Écho républicain du groupe Centre France, qui représente le centre de la France et en particulier le centre Val-de-Loire. Absolument, bonjour. Bonjour. Bonjour Sébastien. Et Renaud Parquet, qui devient également maintenant un habitué, rédacteur en chef de 20 minutes télé, qui représente bien sûr l'Île-de-France, votre région. Bonjour Marie, bonjour Vincent Jeanbrun. Bonjour. Bonjour Renaud. Alors, comme d'habitude, ici on commence par un petit questionnaire de Proust, et c'est Julien qui s'y colle pour la première question. Allez, je vais vous poser la question plutôt simple en général, parce qu'on a quand même une figure totémique, une figure emblématique de la politique qui vous inspire. Laquelle pour vous ? J'aurais envie d'en citer 2 quand même, mais c'est le général de Gaulle que je découvre par le récit de mon grand-père. Mon grand-père paternel qui me parlait de son admiration pour cet homme. Je découvre vraiment le général bien plus tard dans les textes, mais petit, je vois mon grand-père et le général de Gaulle presque se fondre à ce moment-là, pour cette capacité à être la France du sursaut, justement la France de la résistance. Et puis moi, allez savoir pourquoi, tout petit, mes parents se souviennent que j'étais assis devant la télé à regarder Jacques Chirac quand il faisait des allocutions. Ah oui. et c'est vrai que je grandis avec un président qui était à la fois un président paternaliste, un grand monsieur qui en même temps était très proche du peuple et des gens. Et moi qui grandissais dans cette tour HLM que je décris dans le livre, parler de la lutte contre la fracture sociale, effectivement au cœur des Tours Marrons, à La Haye-les-Roses, ça me parlait. Donc c'est vrai que j'aurais envie de prendre le meilleur des 2. Très bien. Meilleur des 2 France ou des 2 mondes ? On en reparle. Sébastien, deuxième question. On est en plein festival d'Angoulême, donc j'ai envie de vous demander votre BD préférée, plutôt des goûts classiques, si j'en juge, parce que vous écrivez dans votre roman. Et j'étais ce matin, après avoir dépensé les enfants à l'école en librairie, j'ai vu qu'il y avait un nouvel album de Gaston Lagaffe qui était sorti. Et c'est vraiment là pour le coup une petite Madeleine de Proust, voilà, même si la BD qui restera la préférée, ça reste Astérix, évidemment. Et on termine par Renaud pour la dernière question. On vient de voir une séquence particulièrement agitée avec la loi sur l'immigration. Ma question est toute simple. Pour vous, quelle est votre loi emblématique ? Wow. Vaste question. Vous pouvez en prendre 2. Non, mais je ne sais pas si c'est la question de la loi, mais comme on parle beaucoup de la Constitution, parce qu'effectivement, je pense que sur la question migratoire, il faudrait peut-être transformer notre Constitution pour rendre efficace. On parle de la Constitution à propos de l'IVG, d'ailleurs à titre personnel, je pense qu'il faut qu'il y ait une symbolique très très forte, et donc même si d'un point de vue strictement juridique, il n'y a pas d'urgence, symboliquement pour les femmes, je pense que c'est une bonne chose d'inscrire dedans. Et ça me rappelle à Jacques Chirac, justement, qui avait eu le courage d'aller dire à les tribunes de la scène internationale, notre maison brûle et on regarde ailleurs, et qui avait eu le courage d'aller jusqu'au principe de précaution sur les questions environnementales, et qui avait dit qu'on ne pouvait pas laisser une terre polluée et dégradée à nos enfants. Et donc, je ne sais pas si on parle de loi, mais en tout cas d'un projet courageux, parce que c'était un projet visionnaire. On dit, je crois que je le cite, cette phrase que j'aime beaucoup dans le livre, l'homme politique, souvent, il pense à la prochaine élection, l'homme d'État, il pense à la prochaine génération. James Clark. James Clark, voilà. Et à ce moment-là, Jacques Chirac pense à la prochaine génération. Belle citation. Et je termine par ma question traditionnelle sur votre région de prédilection, Île-de-France. Ah bah. Vous êtes francilien, 100% pur jus, même Val-de-Marne. Jusqu'au bout des ongles, Val-de-Marnais et laïcien, puisque habitant de ma commune de La Haye-les-Roses. Donc clairement, jusqu'au bout des ongles francilien. Puis j'ai la chance d'être élu régional aux côtés de Valérie Pécresse, présidente de notre région, donc évidemment. Mais il y aura aussi toujours une petite place pour
les régions de mes grands-parents, que ce soit la Normandie pour le côté paternel ou l'Italie, le nord-est de l'Italie, le Frioul, du côté de ma maman. Comme quoi on peut être français, francilien et être fier de ses origines et de ses racines. La Normandie, un territoire un peu plus agricole, peut-être ? Beaucoup plus Ça agricole. permet de faire un petit lien, vous avez compris. Absolument. L'actualité de la semaine, c'est essentiellement cette colère des agriculteurs qui est à la une de toute la presse quotidienne régionale. Je vous propose de regarder, ça va être derrière moi et dans vos écrans. Et notre question cash, d'ailleurs, est en rapport avec cette actualité agricole, Julien. C'est vous qui la posez. On va revenir sur le fond du dossier, mais sur la forme, je vais vous citer quelques événements. Un sanglier pendu et éventré à Agen, un enfarinage d'un député de la Renaissance, des grilles de préfecture enfoncées, un parking de Leclerc complètement détruit près de Montpellier. Je vous passe tous les blocages routiers. Bref, il y a quand même une tension et une violence qui s'exerce. Malgré tout, du côté de la majorité, comme dans votre camp, qui se dit souvent parti de l'ordre, il y a une forme de modération, d'acceptation de cette violence, comme s'il y avait 2 poids, 2 mesures face à certaines actions des mouvements écologistes inacceptables et des mouvements d'humeur et de colère, parfois violents, du côté des agriculteurs, totalement acceptés. Alors, la première des choses, c'est total soutien à nos agriculteurs. Total soutien au combat qui est en train d'être mené, la négociation qui est en train d'être menée avec le gouvernement. Ils doivent impérativement être entendus. Il en va de leur survie à eux, parce que je rappelle quand même qu'il y a 2 agriculteurs par jour qui se suicident, et il en va de notre survie à nous. Il n'y a pas de pays sans paysans. Ça, c'est la première chose que je voulais rappeler. J'en profite pour montrer le sondage Odoxa. 89% des Français sont pour ce mouvement. Pas une seule voix politique. Maintenant, justement, oui, d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, ont des larmes de crocodile sur les agriculteurs, alors qu'ils les condamnaient comme les pires il y a quelques jours. Sur la forme, parce que j'ai justement envie qu'ils soient entendus et que leur combat soit entendu, je leur dis, attention, le blocage, le rapport de force, oui, la violence et la destruction, je ne suis pas sûr que ça fasse gagner votre mouvement. Donc, le rapport de force, oui, moi, je pense que quand on comprend la détresse qui est la leur, le fait de bloquer les autoroutes, de faire des barrages filtrants, moi, je le comprends. Et pour être franc, je le soutiens. Et j'ai des collègues, justement, de la région Île-de-France qui étaient à leur côté aujourd'hui. La présidente de la région a été à plusieurs reprises discuter avec les agriculteurs. Et d'ailleurs, on agit à l'échelle régionale pour que ça bouge et qu'on les aide avec des mesures très concrètes. On pourra revenir, si vous le souhaitez, notamment sur la transmission. En Île-de-France, jusqu'à 30 000 € pour les aider à la transmission. Mais moi, je le dis, il ne faut pas qu'il y ait de tolérance sur la violence pure et la destruction pure, mais pas parce que je voudrais aller à l'encontre des agriculteurs, parce que justement, je veux aller dans leur sens, et je pense qu'ils gagneront d'autant plus qu'ils auront un soutien populaire, et le soutien populaire, on risque de le perdre si on commet des destructions telles que celle-là. Donc, il n'y a pas de 2 poids, 2 mesures. Il y a juste qu'il y a un cri de la France aujourd'hui, et j'espère que le gouvernement va l'entendre, et j'espère que le Premier ministre entendra leur cri. Alors vous parlez de la révolte agricole qui arrive donc à Paris, dans la région francilienne. Tout au long de la semaine, il y a eu des actions coup de poing en région. Je vous propose un tour d'horizon et on continue sur le sujet. Dès 4h30 du matin, c'est une marée de klaxons et de lumière orange qui s'engouffre sur la rocade bordelaise, bien déterminée à prendre possession des lieux. Et je ne sais pas jusqu'à quelle heure on sera là, peut-être la journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 mois. Une colère noire longuement enfouie, synonyme d'une action historique. Plus de 200 tracteurs venus des 4 coins de la Gironde viennent de bloquer la circulation entre les échangeurs 26 et 27, point stratégique à hauteur d'Artic près Bordeaux, entraînant une dizaine de kilomètres de bouchons. Deuxième jour de mobilisation du monde agricole. Dans la Somme, après une nuit de blocage de l'autoroute A29, un nouveau barrage filtrant s'est dressé ici, près d'Amiens, ce mercredi. La colère des agriculteurs ne retombe pas et les revendications sont multiples. L'une des principales s'articule autour de l'usage de produits phytosanitaires qui pourraient être réduits de 50% d'ici 2030. Sur certains produits, c'est pas possible. On l'a bien vu, alors ça représente plein de cultures, que ce soit sur la betterave où il y a des produits, s'ils y sont plus, limite on peut plus faire de betterave, ou alors on va diminuer les rendements quasiment par 2. Parmi les pesticides dans le viseur du projet gouvernemental, les néonicotinoïdes font partie des plus utilisés pour lutter contre les parasites. En cas d'interdiction, les agriculteurs craignent pour leur culture. L'impression qu'on a, c'est qu'on doit suivre des réglementations de personnes qui ne connaissent pas notre métier et qui ne tiennent pas compte de nos contraintes aussi, quoi. On travaille avec du vivant, on n'est pas une usine. On a écrit vue du ciel stop pour dire
on en a ras-le-bol. Un arrêt à toutes ces surcharges administratives, à toute cette paperasse dont on ne peut plus, tous ces contrôles à n'en plus finir. On est là parce qu'on en a ras-le-bol, quoi. Il faut qu'on arrête, il faut que l'État se rende compte que son agriculture est en train de mourir dans ce pays, quoi. C'est plus supportable, on n'arrive plus à supporter les charges, on n'arrive plus à supporter les contraintes, c'est pas possible. On ne peut plus continuer comme ça. On ne partira pas tant qu'on n'aura pas de réponse forte, quoi. Réaction à tous ces sujets, ces actions? Les derniers mots étaient très forts, c'est la question des normes. En fait, j'en parle dans le livre, parce que les maires, on est confrontés à cet état de normes qui dit construire plus, mais construire moins parce qu'il faut protéger l'environnement. On ne sait plus à quel sens vouer. Et c'est pareil pour les agriculteurs. On leur dit il faut produire plus parce qu'on a besoin de manger et puis il n'y a plus la production ukrainienne. Puis en même temps, vous allez faire avec moins d'essence, moins de produits phytosanitaires, etc. Moi, tous les agriculteurs que je connais, notamment qu'on peut rencontrer dans la région Île-de-France, puisque je rappelle que c'est quand même une grande terre agricole, la région Île-de-France, ils nous disent mais nous, protéger l'environnement, on y croit, on le veut. Simplement, il faut nous aider à le faire. Utiliser moins d'énergie fossile pour leurs tracteurs, très bien, mais qui les aide à innover et à créer le tracteur qui permet d'avancer avec des nouvelles énergies moins polluantes. Aujourd'hui, ils n'en ont pas, donc ils n'ont pas d'alternative. Je vous parlais de ce que fait la région Île-de-France. Je pense qu'à l'échelle de l'État, on pourrait aller encore plus loin, que ce soit sur la question des transmissions que j'évoquais ou sur justement l'innovation. On a travaillé avec des startups franciliennes pour trouver des nouvelles variétés, par exemple de betteraves, pour qu'il n'y ait plus besoin d'utiliser les néonicotinoïdes, mais que malgré tout, on arrive à avoir une production de betteraves. C'est ça, je pense, qu'ils veulent entendre. Non pas un État qui punit et qui empêche, mais un État qui accompagne et qui innove à leur côté. Et à ce moment-là, les agriculteurs, je suis sûr qu'ils seront les premiers à faire en sorte que demain, leur agriculture soit encore plus saine qu'elle l'est aujourd'hui. Mais elle est déjà super saine, l'agriculture française. La qualité de nos produits, elle est extraordinaire. La difficulté, c'est qu'elle est en concurrence avec des produits qui ne respectent pas nos normes et qui viennent de l'autre bout du monde. Il y a une vraie incohérence et je crois que c'est important de le souligner. On entend. Il y a le fond et la forme. On voit dans les actions qu'elles rappellent pour beaucoup celles que mettaient en place les Gilets jaunes à l'époque. C'est un mouvement qui est assez spontané, qui croît un peu en marge des corps intermédiaires. Est-ce qu'il y a une gilet jaunisation du mouvement pour vous? En tout cas, il y a un phénomène, moi c'est ce que m'expliquaient mes collègues qui étaient sur les barricades, ou en tout cas sur les ronds-points ce matin, c'est que loin d'être énervés, la plupart des automobilistes qui passaient par ces barrages filtrants applaudissaient en disant « on est avec vous, tenez bon ». Et rappelez-vous du tout début des mouvements des Gilets jaunes, c'était pareil, c'est-à-dire que le cri du cœur est tellement sincère, tellement vrai, que là, il y a un engouement de la population pour soutenir ce mouvement-là. Et ça, c'est le point positif. Et après, pour le gouvernement, effectivement, il y a un vrai risque. Si le Premier ministre n'est pas au rendez-vous des attentes, on risque d'avoir les gilets verts après avoir eu les gilets jaunes. Certains d'ailleurs mesurent l'inflammation qui peut se passer. Certains même l'appellent dans certains camps. On voit certains qui appellent les taxis. À l'extrême droite, on appelle les taxis aussi à manifester. Est-ce que pour vous, c'est utile? Ça risque de créer la France du chaos aussi dont vous parlez? Non, ça, c'est pas la France du chaos, c'est plutôt la France du sursaut. Les agriculteurs, c'est ceux qui, justement, se disent « mais attendez, nous, on est du côté de ceux qui travaillent, de ceux qui font de l'effort, de ceux qui apportent au collectif. On ne peut pas se laisser mourir sans réagir. » Donc, il y a ce sursaut. Moi, je trouve que les agriculteurs, aujourd'hui, ils sont dans la France du sursaut. Maintenant, il y a un vrai enjeu autour de la qualité de vie, la dignité de la vie de ceux qui travaillent aujourd'hui dans notre pays. Quand vous faites les horaires que font les agriculteurs et que vous n'arrivez pas à vous payer à la fin du mois, il y a un problème et effectivement, on marche sur la tête. Quand vous avez des chauffeurs de taxi qui ont des horaires de nuit, qui ont des difficultés dans leur métier et qu'à la fin du mois, effectivement, ils ont de moins en moins et ça devient de plus en plus difficile, mais ce serait vrai de tellement de métiers aujourd'hui dans notre pays, il y a une crispation parce qu'à l'autre bout de la chaîne, on a des décisions comme celle qui a été prise sur l'électricité, où on voit une explosion du coût de l'électricité à travers, non pas le coût de matières premières de la production d'électricité, mais la taxe qui est rajouté par-dessus. Et ça, aujourd'hui, on va au-devant d'une crise de la société et peut-être d'un chaos à l'échelle de la France, parce qu'effectivement, c'est juste plus supportable. Moi, je suis maire, on n'a jamais eu autant de personnes qui viennent voir les centres communaux d'action sociale, où on va jusqu'à distribuer des bons alimentaires, et vous avez des personnes qui ont travaillé toute leur vie, qui aujourd'hui, la mort dans l'âme, viennent demander de l'aide, parce que ça fait plusieurs mois qu'ils sautent des repas. Des personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie. C'est pas le pays dans lequel j'ai envie de vivre, clairement.
Il y a une question qui va se poser, c'est celle les annonces sont imminentes de Gabriel Attal. Alors on parle de compensation sur le gasoil non routier, simplification des normes, négociation pour assouplir la politique agricole commune. Qu'est-ce que vous appelez de vos vœux très concrètement ? Alors, tout ce qui vient d'être évoqué, il faut qu'il y ait un vrai... Il faut leur redonner de l'oxygène aux agriculteurs. Ils ne demandent pas de vivre d'aide et de perfusion, ils demandent de vivre de leur travail et de leur métier. Ça fait des années. Ça fait des années qu'ils ont cette revendication. Maintenant, il faut que ce soit entendu. Et ce qui va être difficile pour le gouvernement, c'est d'être capable ici de dire « on est à vos côtés », alors qu'effectivement, à Bruxelles, et d'ailleurs, en France, quand on traduit les directives de Bruxelles, on a tendance à leur en rajouter toujours et toujours sur la tête. Il y a cette réglementation européenne, vous savez, farm to fork, de la ferme à la fourchette, super slogan marketing, d'un coup on a l'eau à la bouche, on se dit c'est génial, on va avoir le produit bio dans notre assiette. En réalité, ça amène beaucoup de difficultés, notamment sur la capacité à exploiter leurs propres terres. Et là aussi, on marche sur la tête, c'est-à-dire qu'on dit à nos paysans, merci d'entretenir nos paysages, nos terroirs, c'est magnifique. Par contre, maintenant, vous n'allez plus pouvoir les exploiter parce qu'on veut de la prairie sur laquelle il ne faut pas semer de céréales, mais d'un autre côté, on veut moins de bétail parce qu'il y en a déjà trop à l'échelle européenne, donc vous ne pouvez pas rentabiliser votre prairie. Tout ça, je ne suis pas le premier expert, mais je lis, je discute, j'échange. Leurs revendications sont des revendications de bon sens, elles sont justes, ils demandent juste la dignité. Il faut que ce gouvernement réponde à cette attente, parce qu'il en va du cœur même de la France. Si on perd nos agriculteurs, on perd une partie de notre âme. En tout cas, à noter que cette émission est enregistrée avant les annonces du Premier ministre Gabriel Attal, qui est en ce moment en Haute-Garonne. En revanche, cette émission est enregistrée après la décision du Conseil constitutionnel. On va parler un petit peu de la loi immigration, qui est aussi au cœur de l'actualité de cette semaine. Une loi immigration presque à moitié invalidée par le Conseil constitutionnel, 35 articles retoqués, une défaite pour LR. Je ne crois pas que ce soit une défaite pour LR. Notamment les vôtres d'articles. Pardon, mais c'est une défaite pour notre pays, parce qu'en fait, on arrive à quelque chose qui va renforcer encore un petit peu plus la défiance de nos citoyens vis-à-vis de leurs institutions. Moi, je peux vous assurer que ce matin, je n'ai entendu que ça. C'est qu'est-ce qui se passe. Vous n'avez entendu que ça depuis votre camp. Excusez-moi de vous le dire, mais depuis ce matin, les réactions... les rues de ma ville, pardon. Les rues de votre ville. Et en fait, celles et ceux qui ont entendu, comme nous, à la radio ce matin, en fait, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais alors attendez, dans ce pays, on prend la peine d'aller aux urnes, on élit des parlementaires qui ensuite votent pour les 2/3 une loi. Et cette loi, elle est, et c'est normal, censurée sur le fond d'un point de vue constitutionnel sur 2 articles. Et là, il y a une correction, je crois que c'est sur les empreintes digitales notamment, et sur le fait d'être avocat. Donc là, le Conseil constitutionnel est complètement dans son rôle. Et puis, il y a d'autres décisions, et juste, je me mets à la place d'un citoyen qui nous écoute, qui dit, alors attendez, pour le reste, le Conseil constitutionnel a dit ça n'avait rien à voir avec la loi. Oui. Donc là, ce n'est pas un jugement de fond, c'est un jugement avec le texte, forme. Le texte précis. Ouais. Avec le texte précis. Donc c'est un jugement de forme et non pas de fond. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'inconstitutionnalité sur les propositions qui étaient proposées par LR. Oui. Et mettez-vous à la place d'un citoyen qui entend le regroupement familial, ça n'a pas de rapport avec une loi immigration. C'est étonnant quand même. Ça c'est votre... Excusez-moi, monsieur Jeanbrun, mais c'est totalement votre lecture, parce que ce n'est pas du tout la manière dont justifie sa décision le Conseil constitutionnel. Alors soit vous l'interprétez, soit vous n'avez pas écouté ce qu'a dit le Conseil constitutionnel, parce que lui il s'appuie sur l'article 45 de la Constitution, et il est très clairement dit, sa jurisprudence le dit depuis des années, que les amendements doivent avoir un lien y compris indirect, avec le texte, non pas la loi. Et la loi n'est pas une loi immigration. Et les textes, en fait, se référaient, et on pourrait reprendre le détail des articles, article par article, vous regroupez des choux avec des carottes dans le texte considéré, pas la loi. C'est la grande différence. Moi, c'est ce que semblent ne pas comprendre vos responsables politiques. Moi, je vais vous dire, à la limite, ce n'est pas le responsable politique là, qui m'inquiète. Ma démonstration, elle est pour dire que nos concitoyens, là, dans la rue, ils ont un niveau de compréhension légitime qui fait dire « mais attendez, nos parlementaires ont défendu quelque chose qui était très largement soutenu par les Français et on a une institution qui probablement est dans son rôle ». Moi, je ne suis pas en train de dire que le Conseil constitutionnel aurait tordu les textes, ce n'est pas mon propos, ce n'est pas moi le juger. C'est ce que disent je dis simplement, s'il vous plaît, le patron qu'on a aujourd'hui
nos citoyens qui déjà sont dans une grande défiance vis-à-vis du monde politique de manière générale, du monde des institutions politiques encore plus, et que cette situation de crise donne le sentiment, et notamment parce que le président de la République avait dit « je saisis le Conseil constitutionnel et j'espère qu'un certain nombre de mesures seront sanctionnées », ça donne le sentiment, que ça a été instrumentalisé. Et même si ce n'est pas le cas, et que d'un point de vue strictement juridique, c'est bon, je pense que, parce que c'était votre question, qui perd dans cette affaire, eh bien, c'est la justice et les institutions de notre pays, parce que la défiance augmente. Et à titre personnel, ça m'inquiète énormément, parce qu'en général, quand on a de la défiance vis-à-vis des institutions de son pays, on s'en remet à des personnes qui sont en général aux extrémités de notre échiquier politique, et qui, pardon, ne nous amènent pas vraiment dans les bonnes aux extrémités, ça tombe bien, il faut que j'envoie la première partie, extra, et on va continuer un petit peu sur ce sujet. Voilà, poursuivons un petit peu effectivement sur cette loi immigration. Vous parliez d'extrémité. Est-ce qu'on peut dire que Jordan Bardella et le RN tirent un peu les marrons du feu et qu'on pense forcément à la fameuse phrase de Jean-Marie Le Pen, les Français préférant toujours l'original à la copie? Non, c'est pas une question d'original ou de copie. D'un côté, vous avez l'extrême droite qui est très forte pour dénoncer les problèmes, mais rarement au rendez-vous pour apporter les solutions. Je prendrai juste un exemple. Dans notre région, la région Île-de-France, on a mis en place des solutions type un bouclier sécurité pour aider les villes à se sécuriser. Ils ont voté contre. Au Parlement européen, toutes les mesures qui permettaient de mieux contrôler nos frontières ou de sécuriser notre beau pays, ils ont voté contre. Donc les problèmes, ils savent en parler, les solutions, ils ne les apportent pas. Donc les LR sont en aucun cas la copie de l'extrême droite. Les LR, ils ont fait des propositions concrètes. D'ailleurs, ils l'avaient fait au président de la République en allant encore plus loin avec une réforme constitutionnelle. Et en l'occurrence, il y a des solutions. Ces solutions, elles ont été mises sur la table, elles ont été soutenues par la majorité. Monsieur Darmanin soutenait le texte LR. C'est voté par les 2/3 du Parlement. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'ils se frottent les mains parce qu'il y a eu finalement le Conseil constitutionnel qui vient sanctionner les textes. Qui a validé les articles du gouvernement. C'est dangereux parce que ça donne le sentiment à nos concitoyens qu'il y a un tripatouillage. Et même si d'un point de vue juridique, le Conseil constitutionnel est dans son rôle, l'image que ça renvoie, la symbolique que ça renvoie, elle est dangereuse. Non, mais juste question, parce qu'en effet, moi, ça m'interroge ce que vous dites, parce que ce matin, on a entendu Laurent Wauquiez de parler de coup d'État de droit, Éric Ciotti de hold-up démocratique, François-Xavier Bellamy, votre candidat pour les européennes, d'un coup d'État institutionnel. Ces mots, ils sont extrêmement brutaux et entretiennent, à dire vrai, la défiance dont vous parlez populaire vis-à-vis du Conseil constitutionnel, au point de faire réagir Xavier Bertrand, de votre camp, qui dit dans les temps perturbés, on ne peut pas raconter n'importe quoi et chauffer tout le monde à blanc. Dans responsable politique, il y a le mot responsable. Est-ce que oui ou non, on a un président de la République qui dit le texte est passé, mais je vais demander au Conseil constitutionnel d'enlever certains articles? C'est ça la difficulté qu'on a. L'origine de cette défiance, elle vient de ce moment où finalement le gouvernement dit il y a eu un vote au Parlement, mais on va faire la troisième mi-temps avec le Conseil constitutionnel. Ça, c'est juste C'était pas ma question, pas possible. Ma question, c'était de savoir si vous adhérez, par exemple, à des expressions type coup d'État de droit, hold-up démocratique. Moi, la question que je me pose, c'est comment on fait en sorte que nos concitoyens aient confiance. Comment on fait en sorte que nos concitoyens continuent à avoir foi dans leurs institutions. Pour ressembler à Laurent Fabius, là. On va avoir nos. Non, mais pardon, mais on va avoir les élections européennes qui sont régulièrement des élections boudées où il y a des taux d'abstention records. Et là, aujourd'hui, on dit faites confiance à vos institutions, faites confiance à vos politiques. C'est très compliqué quand on a l'impression qu'il y a du tripatouillage et surtout que le vote perd de son sens, puisqu'en fait, pour qui on vote. Alors, bon, allez, on va poursuivre un petit peu tout à l'heure. J'évoquais le RN et Jordan Bardella, qui se frottent quand même un petit peu les mains sur cette décision du Conseil constitutionnel. Jordan Bardella, qui occupe le terrain en ce moment, qui est partout en région, vous allez le voir dans Territoire Hebdo. C'est bien, Gabriel Attal, pour être porte-parole du RN. Donc, je réfléchis à me nommer porte-parole du Rassemblement national. Une boutade pour un duel à distance. Alors que Gabriel Attal arpentait les terres du Rhône, Jordan Bardella, lui, était droit dans ses bottes face aux agriculteurs du Médoc. La tête de liste RN pour les européennes est venue engranger des voix. Je pense qu'il y a un mouvement de colère qui est en train de se lever aujourd'hui partout en Europe. Et le point commun de ce mouvement de colère, c'est l'Union européenne et l'Europe de Macron, qui veut la mort de notre agriculture, qui ne cesse de la mettre en concurrence avec des produits agricoles qui viennent du bout du monde.
Tout au long de la semaine, les actions du monde agricole sont allées crescendo, avec 85 départements concernés par les blocages et les manifestations. Cloué à quai jusqu'au 20 février. Nicolas n'a pas eu de chance. Ce pêcheur lorientais s'apprêtait à partir dans le golfe de Gascogne. Mais le Conseil d'État y a interdit la pêche pour 1 mois afin de protéger les dauphins des captures accidentelles. Partout où on va, on n'a plus le droit de rien faire. Voilà. Pour vous dire, même les dauphins sont venus me narguer au Glénan avant-hier. Même constat de dépit au port d'Arcachon. Tu commences ton année, tu te prends ça dans la tronche, je sais pas quoi. On nous a parlé de subventions peut-être, mais on veut pas vivre de subventions, on veut travailler, c'est tout. Des aides que le gouvernement promet à hauteur de 75% des pertes. Pêcheurs, mais aussi marailleurs, c'est toute une filière qui va être impactée. Certains clients nous disent déjà qu'ils trouveront le poisson dans d'autres pays, et ce sont forcément des clients qu'on ne retrouvera pas dans 1 mois quand il faudra recommencer à travailler avec eux. Il n'y a absolument aucune anticipation. Mais les étals ne devraient pas se vider pour autant, puisque 80% du poisson vendu en France est importé. Eux, en revanche, sortent à peine de l'interdiction. À Andernos, difficile reprise pour les écaillers et leurs cabanes désertées, comme figées par l'inactivité forcée. Il faut reconquérir la confiance des gens, parce que beaucoup de gens sont réticents à l'idée de reconsommer des huîtres, vu le nombre de malades qu'il y a eu suite à la contamination du norovirus. Durant 1 mois, aucune huître n'a pu être proposée à la vente. La faute au débordement des eaux pluviales et usées qui a contaminé le bassin. Au marché des Capucins de Bordeaux, il faut désormais renouer avec la clientèle. Déjà pouvoir être ici, pouvoir retrouver nos clients et puis revendre quand même des huîtres, parce que c'est quand même notre métier. Pour les ostréiculteurs, les pertes sont évaluées à 5 millions d'euros. Alors tout d'abord, une réaction à l'un des sujets ? On a déjà parlé de la crise agricole, mais Jordan Bardella, je retiens la phrase importante qui est de dire on veut vivre de notre travail et pas de subventions. Je crois que le défi qui est devant nous, devant la France, devant le gouvernement, mais c'est vraiment ça, c'est comment on redonne de la liberté et du souffle à celles et ceux qui se lèvent le matin pour faire des métiers extrêmement difficiles. Et en même temps, dans la même phrase, j'ai envie de vous dire, seulement 75% d'indemnité des pertes. C'est-à-dire que c'est une décision qui tombe du jour au lendemain. La moindre des choses, ce serait d'indemniser 100%. Enfin, je me mets à leur place, c'est inacceptable. Renaud ? Et puis après, pour M. Bardella, je comprends mieux pourquoi monsieur qui est conseiller régional d'Île-de-France, on ne l'a jamais vu à la région, puisque visiblement, il préfère aller faire des slogans. Dans d'autres régions. Dans d'autres régions. Ma question est toute simple. Il est vrai que là, on s'achemine vers des élections européennes et on voit la grogne des agriculteurs, les commerçants également. Les ostréiculteurs qui pâtissent en fait de décisions qui viennent directement de Bruxelles. Comment vous allez convaincre alors justement vos électeurs d'aller voter ? Vous disiez tout à l'heure, il y a énormément d'abstention, mais on voit bien que là, c'est l'association de la carpe et du lapin. C'est que d'un côté, vous poussez pour pousser vos électeurs à aller voter, et de l'autre, on voit bien que la grogne qui concerne la majorité des crises qui traversent le pays actuellement viennent de Bruxelles. C'est un exercice d'équilibre quand même. Non, je pense que j'ai cette conviction profonde. Quand on a un aussi bon bilan que peut l'avoir François-Xavier Bellamy au Parlement européen, qui a été très concret, dont il a toujours fait la pédagogie, il n'a jamais essayé de faire autre chose que d'être dans le concret et d'expliquer ce qu'il faisait et ce qui l'empêchait de normes supplémentaires à Bruxelles ou au contraire de ce qui l'accompagnait pour que notre pays soit mieux protégé et mieux accompagné. Donc on a pour nous un bilan. On a pour nous le fait d'être un parti qui est le parti des solutions, je le disais rapidement tout à l'heure, mais ce sera pareil pour l'Europe. Donc nous, on a une ligne qui est différente de celle de Renaissance, qui est une ligne mondialiste et quasiment pour une Europe fédérale. On a une vision différente de l'extrême droite de M. Bardella, qui lui vise à quasiment sortir la France de l'Europe, même s'il ne le dit plus comme ça, au fond, on sent bien que c'est ça le sujet. D'ailleurs, encore une fois, il faut regarder les votes du RN, on ne peut pas dire qu'ils aient vraiment défendu les intérêts de la France. Monsieur Jean-Brun, à ceci près que et on arrive aujourd'hui simplement sur une position, si vous me permettez juste de le dire, où nous, on dit oui à une Europe, parce qu'aujourd'hui, avec
le climat mondial, il faut qu'on soit fort et qu'on soit en équipe. Mais oui, à une France souveraine dans une Europe forte. Et ça, cette ligne-là, il n'y a que les Républicains pour défendre cette ligne-là. Ce qui ne correspond pas totalement à ce qui se passe au Parlement européen. Mercredi encore, vos alliés du PPE ont accepté, voté en commission sur le traité de libre-échange avec le Chili. Alors, votre représentant, il s'est abstenu, même pas opposé. Au final, est-ce que vous n'êtes pas pris de toute façon dans un libre-échangisme qui est porté par le PPE, avec lequel vous avez créé une alliance ? Et le libre-échange, s'il est juste et égal, il faut qu'on le défende. N'allons pas mener des combats idéologiques qui ne seraient pas les nôtres. En l'occurrence, typiquement, quand on voit la crise des agriculteurs, tout ce qu'ils demandent, c'est que les règles qui s'appliquent à nous soient appliquées aux produits qui rentrent dans notre pays. Et ça, c'est ce qu'on doit défendre, et je fais toute confiance à François-Xavier Bellamy pour défendre cette capacité à dire la qualité de nos produits, elle est exigeante, elle coûte cher à nos agriculteurs et à nos entreprises de manière générale. Il faut qu'on ait la même exigence à nos frontières. Tant mieux si on peut commercer avec des pays à l'autre bout du monde, pourquoi pas, mais à condition que ce soit des échanges justes. Et c'est ça qu'on défend aujourd'hui. Bon, je rebondis sur ce que disait Renaud tout à l'heure. Il parlait de 2 Europes et je reviens sur les 2 France, titre de votre livre, celle du chaos et celle du sursaut. Un livre qui revient sur les émeutes de l'été dernier et également sur l'agression dont vous avez fait l'objet. Ah bah tiens, je vous propose tout de suite une question mobile à ce sujet d'un autre maire qui a été agressé, le maire de Saint-Pierre-des-Corps. Écoutez sa question mobile et on parle de ça. Bonjour Monsieur Jeanbrun, je suis Monsieur François, le maire de Saint-Pierre-des-Corps, qui a été beaucoup bousculé pendant les émeutes de ce mois de juin 2023, puisqu'ils ont incendié ma voiture, et qui a subi aussi l'incendie de son cabinet médical dans la nuit du 1er au 2 septembre 2022. Ma question est la suivante. Comment pouvons-nous faire, en tant que maire, nous sommes un homme public, parfois bien seul, comment pouvons-nous rappeler à l'ordre ces jeunes? Comment pouvons-nous leur dire de s'arrêter sans qu'il y ait de conséquences après pour notre personne? À un moment donné, on se pose la question s'il faut qu'on protège sa vie au détriment du rappel à l'ordre. Merci d'y répondre. Alors, comment faire? Merci d'y répondre. La question, elle est simple et en même temps extrêmement complexe. Moi, j'ai été beaucoup auditionné, j'ai rencontré beaucoup d'émissions parlementaires pour la protection des élus, Madame la Première ministre qui m'avait invité au Comité national de la refondation, etc. Et à chaque fois, on me dit mais comment on protège mieux les élus? Et moi, à chaque fois, je leur ai dit mais en fait, pardon, je ne crois pas que ce soit la demande. La demande, c'est comment on protège mieux nos citoyens. Moi, j'ai d'abord envie d'être protégé en tant que citoyen avant d'être protégé en tant que maire. Mais après, pour répondre à la question de mon collègue qui a effectivement été, qui lui aussi a payé un lourd tribut pour être engagé dans la France du sursaut, c'est-à-dire celle qui n'a pas envie de baisser les bras, en tant que maire, on est censé être premier magistrat de la ville. C'est encore comme ça dans l'esprit de nos concitoyens. Et la vérité pousse à dire qu'on a de moins en moins d'outils et de moyens pour pouvoir être le premier magistrat de la ville. Il nous en reste un, c'est les polices municipales. Et on a, avec des collègues maires, objectivement de toute tendance politique confondue, demandé des choses qui sont juste, pour moi, du bon sens et de l'évidence, notamment le fait qu'un policier municipal, à qui on fait quand même confiance, pour être armé dans la rue, eh bien qu'on lui fasse confiance pour qu'il ait accès à tous les fichiers, comme par exemple le fichier des personnalités recherchées, le fichier des plaques d'immatriculation, qu'il ait le droit d'ouvrir un coffre, qu'il ait le droit de faire un contrôle d'identité. Vous vous rendez compte dans quel pays on vit ? On leur fait confiance pour être armés devant les écoles et dans les rues, mais on leur fait pas confiance pour savoir si oui ou non la personne est recherchée. C'est la volonté du gouvernement. Très peur. On va peut-être en parler tout à l'heure dans notre dernière partie. Oui. Aujourd'hui, en tout cas, si vous voulez protéger les élus, protéger les citoyens, renforcer les moyens des polices municipales. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Je fais des propositions dans le livre et je crois qu'il y en a encore beaucoup à faire. On a entendu les mots du gouvernement. On a entendu la Première ministre qui nous a dit « On vous a entendu, mesdames et messieurs les maires, on va avancer sur ces sujets-là ». Ça fait plus de 6 mois, il n'y a aucun calendrier et pour l'instant, les mots ont été là, les actes, on les a. Et la formation des élus? La formation, mais très bien, faisons de la formation. Allez, on regarde, la formation des élus, ce que ça donne. Le Guilvinec, une commune paisible de 2700 habitants. Pourtant, début janvier, voilà ce qu'a découvert la femme du maire à leur domicile, une fenêtre brisée par un coup de marteau. L'édile ne cache pas sa surprise après la dégradation de son logement. Je pense que ce fait est le fait d'un imbécile.
Donc j'aimerais qu'on ne donne pas plus de poids à cette affaire, si ce n'est que j'aimerais que la justice aille plus loin. C'est justement pour mieux prendre en charge ces atteintes contre les élus que les maires ont signé une nouvelle convention avec la gendarmerie du Finistère. C'est une formation qui a été faite par le GIGN et qui est dispensée par des négociateurs et par les commandants de compagnie pour aider les élus à gérer une situation conflictuelle. Il y a aussi un dispositif qu'on appelle alarme élu, qui consiste pour un maire à enregistrer son numéro de téléphone, ce qui fait que s'il fait le 17 dans l'urgence, nos opérateurs ici à Quimper voient tout de suite de qui il s'agit et la réaction, elle est beaucoup plus rapide. Je vais le dégommer avec ce couteau-là, je vais le dégommer. Armé d'un couteau, un habitant s'énerve contre un élu. Une mise en situation jouée par un négociateur, un gendarme formé par le GIGN. La situation, c'est quoi? Il enseigne à des élus locaux de Nouvelle-Aquitaine comment réagir face à des agressions verbales et physiques de leurs administrés. Il nous apporte des outils quand même pour pouvoir essayer de nous mettre en sécurité, de mettre en sécurité aussi notre interlocuteur et d'essayer surtout de calmer la situation. Gestion du stress, désamorcer un conflit, faciliter le dialogue, des conseils importants que les négociateurs transmettent aux élus. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ces solutions? Très bien, mais vous vous rendez compte où on en est rendu dans notre pays? C'est-à-dire que les maires doivent être formés à réagir à des agressions au couteau. On a des collègues aujourd'hui qui ont peur d'exercer leur fonction d'élu de la République. J'ai eu peur. Je n'ai pas honte d'ailleurs de dire que quand à nouveau on a ils lâchent leur mandat d'ailleurs. Les mortiers explosent le soir, on se dit est-ce que ça va recommencer? Donc on a aujourd'hui une République dans laquelle ceux qui sont censés incarner l'ordre républicain ont peur. Et ils ont peur pourquoi? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, en cas de crise, en cas d'agression, la plupart du temps, vous n'avez pas beaucoup de recours et il ne se passe pas grand-chose. On a été reçu à Beauvau par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui justement faisait un Beauvau des maires où chacun racontait un certain nombre de difficultés qu'il rencontrait. Les histoires étaient à vous glacer le sang. Et beaucoup d'élus maires qui étaient maires depuis plusieurs dizaines d'années, parfois jusqu'à 40 ans, disaient « mais comme je suis heureux de partir à la retraite », parce qu'en fait, vous n'exercez, il s'adressait aux jeunes de la salle, vous n'exercez plus la même fonction, vous n'exercez plus le même métier. Donc c'est vraiment, franchement, j'espère que nos concitoyens, grâce à vous, comprennent de quoi on parle. Que 70% des maires affirmaient avoir été victimes d'ailleurs d'incivilité, voire plus. Allez, on passe à notre dernière rubrique avant intra, c'est le choix des 3 unes. On vous propose 3 unes récentes de la presse quotidienne régionale, ici représentée par ces journalistes. Donc La Voix du Nord qui titre sur les TER, le trafic des TER en voie d'amélioration. L'Éco-républicain sur le plastique dans l'eau et 20 minutes, France a mis du pain. Est-ce qu'il y a une qui vous intéresse et sur laquelle le journaliste va vous interroger? D'un coup, je ne choisis pas la même. Non, celle qui vous Une qui me fait vous vraiment parle. bondir, c'est le plastique dans l'eau parce que c'est un danger. Alors, Sébastien Couratin va vous poser la question. Oui, alors le plastique, c'est pas fantastique. C'est ce que nous dit une récente étude américaine qui révèle la présence de milliers de nanoparticules plastiques dans les bouteilles d'eau de consommation, un minéral ou de source, 100 fois plus que ce qu'on croyait avant, parce qu'ils ont utilisé un dispositif innovant pour révéler la présence de ces polluants. Alors les conséquences pour l'organisme, elles ne sont pas encore bien connues, mais en tout cas, ça inquiète la communauté scientifique. Alors est-ce qu'il faut en finir avec les bouteilles plastiques et le plastique alimentaire en règle générale, selon vous? Moi, je crois qu'il faut qu'on ait là-dessus un principe de précaution, on en a parlé en début d'émission, et être capable de se dire que finalement le responsable politique collectivement doit se poser la question du bien vivre de nos concitoyens. Et là, quand je crois qu'il y avait schématiquement, on disait c'est l'équivalent, quelqu'un qui boirait en permanence dans une bouteille en plastique, gérait l'équivalent d'une carte de crédit par mois, je crois, quelque chose dans cet ordre-là. Ça aide à comprendre ce qui est en train de se passer, et même si on ne sait pas l'impact direct sur notre corps, on se doute bien que manger une carte de crédit tous les mois, c'est pas forcément idéal. Par ailleurs, le plastique, à un moment donné, il va falloir qu'on en sorte. Donc la question se pose. Encore une fois, pas pour se dire on interdit tout du jour au lendemain, mais comment on a un plan de sortie, comment on finance l'innovation pour en sortir. Je pense qu'on peut effectivement avoir cette ambition pour notre pays, pour la santé des habitants. Allez, on enchaîne avec notre dernière partie. Vincent Jeanbrun, intra, on plonge dans les régions. Un petit sujet
Vous voulez bien? Oui, bien sûr. Allez, un petit mix fait par Roselyne Pagès, regardez. Et on repart. Honte à vous! Honte! Vous me laissez dans la merde! Vous pouvez me regarder, faites-moi maintenant! Je suis dans un blocos avec des champignons! Ma maison est toujours sous l'eau! Je peux même plus la vendre! Alors, c'est quoi vos réponses? La crise, pour un maire, elle ne fait que commencer. Gérer la reconstruction, gérer l'adaptation du réseau hydraulique, sortir plus fort d'une telle crise, gérer les frustrations de la population, c'est très difficile, très compliqué. Moi, je l'ai vécu dans ma commune à 2 reprises avec des inondations très meurtrières le 3 octobre 2015. Et c'est pourquoi, à l'AMF, dès qu'on m'a confié cette mission, nous avons créé un groupe de travail spécialisé dans la gestion du risque. Donc c'est d'apporter ce soutien aux maires et aux présidents d'intercommunalité dans leur relation avec l'État, faire en sorte qu'une fois qu'il y aura le retrait de l'intérêt médiatique, qu'on en parlera moins, eh bien, il y ait toujours une mobilisation des services de l'État, des collectivités. Voilà, crise, colère, ce sont les mots qui reviennent. Julien. Oui, et donc je posais la question de l'adaptation au changement climatique qui va devoir intéresser tous les élus de France et de Navarre. Est-ce que vous-même, à la Les Roses, vous avez ça à l'esprit et vous anticipez ? En tout cas, on fait le maximum. C'est pas toujours évident, faute de moyens, mais on fait effectivement le maximum. C'est au cœur de nos préoccupations quand on reconstruit la ville, notamment. Je parle beaucoup de rénovation urbaine dans le livre, parce que je suis convaincu que c'est une des clés majeures pour sortir les quartiers populaires des difficultés dans lesquelles elles sont. Évidemment, on ne reconstruit pas la même ville. On reconstruit des villes qui sont pensées différemment. La question des îlots de chaleur, par exemple, est très importante. Moi, je suis sur un territoire qui est moins soumis aux inondations, par exemple. Mais par contre, les canicules deviennent très problématiques. Donc, c'est un sujet. On a la chance d'avoir un parc dans lequel coule une rivière, sauf qu'elle a été enterrée il y a un siècle. Et donc, on met là aussi des projets de renaturation des rivières. On les réouvre, on recrée des espaces verts et des zones humides pour essayer aussi de lutter contre ça. La région Île-de-France a mis en place des groupes de travail 2050-50 degrés. Donc là aussi pour anticiper, parce que il faut se le dire aujourd'hui, nos infrastructures, que ce soit les logements, les services publics ou les transports, ne sont pas adaptés à des pics de plusieurs jours de 50 degrés. On ne sait pas faire ça, et c'est parce qu'on se pose la question maintenant qu'on a une chance d'être adapté le moment venu. Encore une fois, il y a tout ce qu'on peut éviter comme changement climatique, et puis il y en a qui malheureusement sont déjà engagés, et on sait que c'est plus une question d'adaptation de nos modes de vie. Donc là aussi, il faut anticiper. On l'a dit tout à l'heure en citant Clark, prochaine élection, prochaine génération. Le travail qu'on fait pour imaginer l'Île-de-France, pour avoir des lycées qui supporteront des pics de chaleur, pour avoir des RER qui pourront rouler malgré ce genre de pics de chaleur, ça ne va pas permettre l'élection de demain matin, mais ça sera important pour les prochaines générations. Allez, après les Hauts-de-France, direction le Centre Val-de-Loire, incarné par Sébastien Couratin, de l'Éco-Républicain. Une question sur le logement social que vous connaissez bien. Oui, vous êtes partisan, vous, d'un choc dans le logement social. Vous voulez mettre fin au logement social à vie pour pas que les locataires se retrouvent assignés à résidence toute leur vie dans un parc HLM, c'est vos mots. Est-ce que l'enjeu en matière de logement, il n'est pas aussi d'avancer sur la rénovation énergétique, de lutter contre l'habitat indigne, y compris dans le logement social où on trouve de la mérule, des moisissures, des infiltrations. Nous, on a souvent des locataires qui nous saisissent. Est-ce que c'est pas plutôt là qu'il faut taper ? En fait, ce que vous dites, c'est déjà une évidence. C'est-à-dire qu'en tant que propriétaire, les bailleurs sociaux ont une responsabilité. Ils l'ont déjà, la loi le prévoit déjà d'une certaine manière. Et il y a cette question des moyens à mettre et des priorisations. C'est un vrai sujet. Mais le sujet long terme, pour moi, il est celui de casser l'effet ghetto. Et pour casser l'effet ghetto, il faut se poser la question de transformer des quartiers dortoirs, où la seule fonction, c'est le fait d'y dormir, pour aller vers des morceaux de ville à vivre, où, et c'est ce qu'on fait, moi, dans ma ville, à travers la rénovation urbaine, vous avez du logement très social, du logement intermédiaire, du logement privé normal, classique, avec un juste équilibre pour qu'il y en ait pour tout le monde, des commerces très importants, et surtout des services publics. D'ailleurs, c'est compliqué d'un point de vue de trésorerie et de gestion budgétaire, mais chez nous, à chaque fois, on a d'abord mis les équipements publics
d'abord on a ouvert l'école, d'abord on a ouvert les gymnases, d'abord on a ouvert les relais mairies, l'agence postale communale, etc. Et ensuite on construit les logements, ce qui d'ailleurs favorise l'attractivité du territoire et donc des familles qui viennent apporter aussi du pouvoir d'achat dans ces quartiers pour rééquilibrer. Et là, on change la vie des gens. Et donc ça passe par des nouvelles règles pour les bailleurs sociaux, c'est important. Dans le logement, à la fin du logement à vie, il faut le comprendre pour les téléspectateurs. Aujourd'hui, une fois que vous avez signé votre contrat de bail, c'est quasiment impossible d'y mettre un terme. Et on se trouve dans une situation où maintenant vous avez des enfants qui héritent du logement social de leurs parents, voire qui héritent du logement social de leurs grands-parents. Je ne crois pas que ce soit dans le bon ordre des choses, d'une part. Et puis, vous avez aussi une réalité, c'est que vous avez un tout petit pourcentage de personnes qui pourrissent la vie de tous les autres dans ces quartiers. Et le bailleur, souvent, est totalement démuni. C'est-à-dire qu'il y a des procédures judiciaires extrêmement longues, mais surtout extrêmement complexes pour arriver jusqu'à une expulsion. Mettre fin au logement social à vie, ça veut dire pouvoir tous les 3, 6, 9 ans, comme dans le privé, réinterroger le contrat. Et à ce moment-là, permettre aux bailleurs, y compris de façon unilatérale, de dire écoutez, telle famille, on ne souhaite pas renouveler le contrat, notamment parce qu'il y en a tellement d'autres méritantes qui mériteraient cet appartement. Ça, c'est une première mesure. La deuxième mesure, vous l'avez dit, c'est comment on fait un parcours résidentiel pour les familles HLM, que j'ai eu la chance de vivre à travers mes parents. On a grandi, mon petit frère et moi, avec mes parents dans une cité HLM. Et puis, ils ont réussi à avoir un premier appartement tout petit. Et puis, terminé par le rêve d'avoir un petit pavillon de banlieue avec un bout de jardin. Aujourd'hui, ce serait beaucoup plus compliqué encore parce que le prix de l'immobilier, notamment dans les métropoles et particulièrement en région parisienne, est compliqué. Donc, c'est là où les pouvoirs publics peuvent intervenir pour créer du logement social intermédiaire. Et surtout, et c'est mon troisième point, créer ce que j'appelle le parcours de la résidence. Il y a le parcours du résident, mais il y a le parcours du bâtiment lui-même. Et je crois, avec vraiment une grande conviction, que si demain on se disait le logement social en tant que bâtiment, il a vocation à être social seulement une partie de son existence, à ce moment-là, déjà, vous ne construisez pas pareil. Parce qu'il y a une vraie injustice. C'est pour ça aussi qu'il y a tout ce que vous évoquiez, les mérules, les problèmes, etc. C'est qu'en fait, on ne construit pas cher le logement social. En disant, de toute façon, les loyers seront pas chers, puis les gens, de toute façon, ils n'ont pas le choix. C'est inacceptable. On doit, si on veut vraiment dire que c'est un marchepied pour s'en sortir dans la vie, ça doit être aussi beau que les immeubles privés. Et ça doit être aussi de la même qualité. Et ce sera plus facile à faire ça demain si on dit, en fait, le logement social, il est social pour 10, 15, 20 ans en fonction de son coût. Et ce qui fait qu'au bout de 20 ans, on le met en vente pour le mettre dans le parc libre et à qui on le vend en priorité et avec des conditions préférentielles, eh bien aux habitants qui sont dedans, qui de fait auront d'autant plus envie aussi de respecter le bâtiment. Moi, je crois qu'on peut innover en la matière et tout ce que je viens de vous dire là, ça ne coûte pas d'argent. Ça ne coûte pas plus en tout cas que ce qui est mis sur la table aujourd'hui. Moins cher que les émeutes, c'est ce que vous dites. Et ça coûtera beaucoup moins cher que les émeutes, ça on est bien d'accord. Allez, on termine par l'Île-de-France, votre région, incarnée ici par Renaud Parquet. On va parler de sécurité et on va reparler d'un sujet que vous évoquiez tout à l'heure, monsieur le maire, celui du réarmement, c'est un terme à la mode, de la police municipale. Regardons le reportage de 20 minutes TV, on en reparle avec vous, Renaud. Lien de proximité, primo-intervenant sur les urgences et de plus en plus de prérogatives. Les polices municipales montent en gamme, conformément aux souhaits du gouvernement. Les villes l'ont bien compris et savent qu'il faut désormais bien équiper les agents pour les garder sur la commune. Direction le Baltrap de Voulangis, où nous avons pu assister à un test du LBD 44 POC développé par Redcore. Arme létale, arme moins létale, cet élu en charge de la sécurité de la ville de Clé-Souilly en Seine-et-Marne est venu tester lui-même les produits. C'est une nouveauté, mais c'est surtout effectivement lié aussi à toutes les problématiques qu'on a pu rencontrer dernièrement. Donc on y pense sérieusement parce que l'évolution de la délinquance malheureusement se fait et qu'il faut également se munir d'un certain type d'armes pour protéger notre population. C'est une police qui arrive en premier sur des appels, qui sont disponibles, qui connaissent leur population. Donc je pense que c'est très important d'avoir cette police municipale qui nous permet d'être opérationnel. Venus des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et de Seine-et-Marne, les élus et les policiers municipaux qui avaient fait le déplacement pour le test avaient l'air convaincus à la fin de la matinée. Et le fabricant nous a confirmé que le carnet de commandes se remplissait à vue d'œil. Voilà, Renaud Parquet. Alors, on l'a vu dans votre ouvrage, vous l'expliquez notamment que vous avez été défendu par 3 agents de la BRI et que même si vous vantez effectivement les mérites de vos agents municipaux, ils étaient dépassés
peut-être par manque de matériel. Selon vous, quelles sont les armes et quelles seraient les procédures qu'il faudrait pour vos agents municipaux pour pouvoir défendre la mairie? Ils étaient 3, c'est ce que vous citez dans votre ouvrage, 3 agents de la BRI avec un cougar. Si vous me permettez, les agents municipaux qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a encore un hôtel de ville à La Île-et-Rose. Ils l'ont défendu, je dis pas le contraire. Sont des vrais héros, mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la règle de la loi. Certains m'ont dit, mais monsieur le maire, pourquoi vous étiez en mairie? À quoi vous avez servi? Je ne suis pas un héros, je ne suis pas un policier. Eh bien, juste d'un point de vue juridique, et ça reboucle avec les absurdités de tout à l'heure, un policier municipal qui défend un bâtiment, il a moins d'autorisation juridique de légitime défense que s'il défend une personne physique. Eh bien, j'étais à leur côté parce que ça les protège, en fait. Parce que si jamais un tir de flashball venait percuter quelqu'un à la tête, un des émeutiers fous là, avec leur cocktail Molotov, leur hache et leur piolet, ils avaient, eux, un risque juridique. Et le fait que ce soit pour une protection de personne, ça les protégeait d'un point de vue juridique. Qu'est-ce qu'il faut alors du coup? Et donc on avait du matériel, simplement, là aussi, on a le droit dans ma commune à 100 cartouches de LBD en stock. Dès la première nuit, on en avait utilisé 80. Je faisais le tour des médias pour dire donnez-nous des munitions. Enfin, on est prêt à continuer à se défendre tout seul, mais donnez-nous des munitions. Donc là aussi, je pense qu'on peut faire un peu plus confiance aux polices municipales et qu'ils aient des stocks crédibles dans ces sujets-là. Moi, je ne demande pas à ce que les polices municipales aient les cougars de la BRI. C'est pas le sujet. Ce que j'évoque dans le livre, c'est que on se prend 4 nuits d'émeutes, enfin 3 nuits d'émeutes, à voir les commerces brûlés, saccagés, malles de marché brûlés, de nuits d'affilée. J'ai un relais mairie complètement cramé. Et on voit que 3 agents de la BRI arrivent avec leurs cougars et effectivement dispersent en moins d'une demi-heure les émeutiers parce qu'on est monté en gamme. Moi, vraiment, je pense que la police municipale a un rôle majeur, mais elle n'a pas vocation à faire du maintien de l'ordre. Et chacun, dans son rôle, c'est pas le sujet. Par contre, qu'on leur donne un choc de confiance juridique, on en a parlé, mais aussi en matière de matériel. Le collègue le disait tout à l'heure, en matière d'innovation, les bandits, les gangs, les caïds nous ont pas attendus. À une époque, vous rentriez dans un hall d'immeuble, en fouillant le faux plafond, vous aviez une forte probabilité de trouver les produits stupéfiants que le petit dealer était en train de vendre. Aujourd'hui, depuis son téléphone, il pilote un drone qui a le matériel, qui est posé sur le toit de l'immeuble d'à côté. Vous ne pouvez plus saisir la drogue. À l'époque, ce n'était pas interdit, donc on a équipé la police municipale chez moi d'un drone qui volait dans des conditions déjà très compliquées juridiquement, parce qu'il fallait prévenir à l'avance, etc. Mais c'était déjà très, très utile, et on a eu ce soutien logistique d'avoir un œil vu du haut de la situation, ce qui permet d'ailleurs d'éviter aux pompiers les guet-apens, par exemple, parce qu'on a beaucoup ça dans le cœur des cités anciennes. Ça fait partie, en plus de tout ce que l'on peut demander, d'avoir cet outil technologique pour nos polices municipales. Bon, en tout cas, il y a encore beaucoup de choses un peu dans ce registre-là. Dans votre livre, Les deux France, celle du chaos, celle du sursaut, aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup. Merci. Vincent Jeanbrun, porte-parole de LR. Merci à vous 3. Merci à vous derrière vos écrans. On se retrouve la semaine prochaine. Très bon week-end. Bye bye.